Donc, l'agenda de ce temps passé ensemble, je vais vous repréciser en quelques mots le positionnement de Fitech. Puis, Kamel Kolti nous présentera le STM32MP13. Je reprendrai la main pour vous présenter la solution Ficor STM32MP13, nouveau produit de Fitech qui intègre ce processeur de ST Microelectronics. Et en suivant, Christophe Parent terminera le webinaire avec une présentation du nouveau BSP qui supporte les architectures de STM32, MP1 et tout un volet lié à la sécurité. Et puis nous terminerons sur une session de questions-réponses. Fitech, en quelques mots, notre positionnement, c'est celui d'un SOM-maker. Donc, depuis plus de 30 ans, nous designons et distribuons et commercialisons des produits système on module, des cœurs calculateurs qui vont animer des produits embarqués ou à haute valeur ajoutée, avec une compétence forte aussi dans le domaine de la vision embarquée. C'est près de 400 collaborateurs qui sont répartis entre notre maison mère et notre site de production en Allemagne à Mayence, et puis des filiales aux États-Unis, en Chine, en Inde, et enfin en France à Sillel-Guillaume. Nos produits s'articulent autour de cœurs calculateurs SOM qui vont regrouper un processeur et puis des composants vitaux pour fournir une fonction de calculateur embarqué, et puis qui vont s'animer autour de BSP Linux Yocto ou des BSP parfois spécifiques à la demande client. L'idée, c'est de fournir cette fonction calculateur et tout le support associé, dont la disponibilité de cartes d'accueil ou de cartes de développement, ce qu'on appelle des single board computers, qui peuvent être dans certaines gammes de produits directement utilisables dans un produit final. Et puis, on va compléter cette offre de solutions cœur calculateur avec des produits connexes autour de l'imagerie embarquée, des cartes d'extension pour pouvoir mettre en œuvre et développer dans les meilleures conditions un projet, et puis des solutions partenaires sur la partie back-office ou sur les services cloud associés. Je vais laisser la parole à Kamel qui va vous présenter en suivant l'architecture et les spécificités des solutions processeurs STM32. Et merci Denis. Je tiens à remercier Fitech pour me donner cette opportunité de présenter le MPU, surtout le STM32 et MP135. Donc merci beaucoup et bonjour à tous. Donc je voudrais déjà commencer par une présentation de la roadmap très rapidement de l'offre microprocesseur chez ST. Donc, il faut savoir que ST fait un gros investissement au niveau de l'élargissement de la famille MPU. Donc, on est leader du marché sur leur microcontrôleur STM32 en general purpose. Et ST fait aussi une grosse emphase sur la partie microprocesseur. Donc, pour adresser des marchés qui demandent de plus de processing et de features. Donc, on avait sorti le STM32 MP15 en 2019. Donc, pour rappel, c'est une architecture Dual Cortex A7 plus un Cortex M4 dans le CPU, plus de la connectivité et des interfaces supplémentaires. Cette année, à l'Embedded World 2023, nous avons annoncé en mass market le STM32 MP13. Donc, il y a une version low cost avec des features avancées au niveau sécurité. Donc, j'en parlerai après sur les slides suivants. Et on a commencé aussi à sampler la famille MP2 qui va arriver. Donc, c'est une architecture Dual Cortex A35 avec un peu plus de features côté multimédia, de l'AI et de la sécurité également. Ce qui est important aussi, c'est de connaître aussi les différences entre les deux processeurs. Donc, le STM32 MP157 qui est déjà chez Fitech dans un SOM et le 135 qui a été annoncé cette année et qui va être aussi dans un SOM côté Fitech. Donc, avec Fitech, on travaille en étroite collaboration pour avoir un SOM et une architecture côté MPU qui adresse un marché industriel globalement.
Donc, comme je disais, la différence, déjà au niveau des cortex. Donc, sur le 135, nous avons qu'un seul cortex A7 qui va jusqu'à 900 mégas. Nous n'avons plus de cortex M4, d'accord, pour une raison de coût et de marché adressable. En niveau de la typologie des mémoires des RAM, on reste à peu près dans la même lignée, sauf qu'on passe d'un bus 32 bits et un bus 16 bits, côté 135. Au niveau des flashs, on supporte les mêmes nombres de flashs et les nombres de typologies de flash. On n'a pas de GPU pour celui-là. Donc, on reste sur des applications un peu headless, low power. Côté display, donc on supporte que le parallèle 24 bits RGB. On n'a pas de DSI. Et on a improuvé, on a amélioré la partie caméra interface. Le gros changement, c'est que cette fois-ci, on supporte 2 gigabits GMAC Ethernet. D'accord. Et côté ADC, on passe de 16 bits à 12 bits, 2 ADC. Voilà. Gros changement aussi qu'il faut noter, c'est que nous avons amélioré la sécurité au niveau de la cryptographie. Donc, on amène des crypto engines qui supportent le SHA-512 et le SHA-3. Au niveau aussi de l'ECC, d'accord, avec du side channel attack, sans side channel attack. Feature aussi côté des RAM. Donc là, on arrive à faire du on-the-fly en code-décode au niveau de la DRAM, le Secure Boot, et on rajoute 12 Tamper Pin, plus du monitoring. Donc tout ça, c'est pour adresser aussi un marché qu'on ne pouvait pas adresser par le passé, qui est essentiellement du point of sale et du payment. Voilà, donc, les piliers de ce produit, c'est essentiellement, donc c'est quelque chose qui est accessible, donc au niveau prix déjà. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un MPU qui a été fortement dégraissé pour avoir un coût extrêmement compétitif. Donc, c'est important. On amène aussi des solutions software. Donc, on reste sur la même solution software que le 157. Donc, c'est quelque chose. Donc, une personne qui a commencé avec le 157 peut basculer très facilement sur le 135, puisqu'on reste dans une mainline. On va commencer à supporter, on supporte le Linux Realtime, hein, pour des applications qui demandent une latency un peu plus réduite au niveau du real-time. Et nous allons aussi offrir une offre bare metal. D'accord. Pourquoi? Parce que des clients voudront semblement rajouter leur operating system et le faire tourner sur le 135. Bien évidemment, on reste sur l'offre STM32, c'est-à-dire que c'est une offre très globale parce qu'on attaque un mass market et on essaye de fournir le maximum de documentation, de référence design, d'application notes pour accompagner le client jusqu'à son produit. Donc ça, c'est très important pour nous et surtout, c'est le mindset, c'est la stratégie ST. Côté sécurité, comme je le disais en préambule, on amène beaucoup de sécurité au niveau de la crypto. On a aussi fait des pré-certifications pour ce chip, essentiellement pour le point of sale. Pourquoi? Parce que on pense que réduire le time to market est très important pour les clients et ça permet aussi d'accompagner et d'éviter et d'être sûr que le choix de ce processeur ou le choix de ce somme, en l'occurrence, sera le bon choix pour le client. Et troisième pilar, qui est très important aussi également, bah, c'est un peu dans la tendance, c'est réduire les consommations et être best in class au niveau des low power modes et réduire tout ce qui est consommation d'énergie, apportant des mécanismes de power saving, que ce soit en stand-by ou en niveau VBAT. Donc, ce qui est important aussi à noter, c'est que ST reste aussi très committé au niveau de la longévité. 10 years, donc on est en rolling, hein, donc c'est une longévité qui est renouvelable. Et c'est très important, surtout pour le monde de l'industriel. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et ça, les clients, ils apprécient beaucoup.
J'attaque rapidement sur une vue globale de la composition du chip au niveau bloc. Donc, comme je disais, donc on reste sur une architecture A7, d'accord. On va atteindre le gigahertz au niveau du Cortex A7. La typologie des mémoires qui sont supportées au niveau des mémoires, DDR3, LPDDR2, LPDDR3 en 16 bits, toujours à 533. On supporte aussi, on a aussi, donc on a une backup RAM et système RAM pour les échanges entre la partie mémoire et le processeur. On reste sur une offre assez étendue au niveau de la connectivité, hein. La grosse différence par rapport au 157, c'est qu'on amène dual gigabit au niveau Ethernet. Et côté sécurité, comme je disais auparavant, on amène aussi tout ce qui est cryptographique, SHA-512, SHA-3 au niveau sécurité. Et le reste globalement reste le même, à part la partie on the fly des RAM en code, côté des RAM. Voilà. Donc il faut savoir que on aura deux offres. On aura au niveau part number, on aura une version qui est C au niveau sécurité et une version F qui amène la sécurité mais qui atteindra le gigahertz au niveau des processeurs. Donc ça c'est au niveau des choix des part number. Quelques mots au niveau de l'application, des applications. Donc tout le temps, donc on reste dans la trend de industrie 4.0, industrie qui est connectée, industrie qui est connectée du edge au cloud, factory automation. Donc on a de plus en plus de clients côté factory automation. Payment, donc le chip est bien sizé et bien spécifié pour attaquer le marché du point of sale et des paiements terminal. Le smart metering, donc pourquoi le smart metering? C'est au niveau de la certification du smart metering et au niveau des aspects low power. Donc c'est un chip qui adresse bien ce marché-là. Le smart home avec une UI 2D, une UI 2D, une UI qui soit un peu basique, mais on arrive à adresser le marché des smart home, sachant qu'on n'a pas de GPU dans ce device-là, et aussi le gros marché qui est émergent côté ST, c'est tout aspect electrical vehicle charging et les chargeurs autonomes sur les véhicules électriques. Deux mots sur tout ce qui est qualification, donc industrial grade, hein, bien évidemment. C'est un chip qui est dédié pour les applications industrielles. Et tout le monde sait que les applications industrielles demandent des spécifications au niveau de la température d'opération et de la junction de température. Donc ça, c'est des choses que le 135 atteint très facilement, hein. Donc ça, c'était validé et testé. Et on arrive aussi à avoir, dans ces conditions-là, à avoir des performances au niveau CPU et au niveau performance, que ce soit côté des RAM ou côté interconnect. Le gros travail que ST a également fait pour faciliter, entre guillemets, l'accessibilité de ce produit au niveau des applications industrielles et sécurité. Pourquoi? Parce que la sécurité est un élément très important et surtout pour des applications qui sont connectées. D'accord? Donc comme tout le monde le sait, il y a une loi qui a été votée au niveau européen, qui est la loi cyberattaque, qui impose que les devices qui soient connectés aient un certain niveau de sécurité au niveau du device ou au niveau de la gateway, par exemple, en type d'application. Donc, ST a fait un gros effort au niveau de la sécurité. Donc, on a fait typiquement le travail nécessaire pour pré-certifier le chip en PCI Ready, hein. Donc, c'est la certification pour les point of sale. Donc, on est en PCI PTS 6.0. Aussi pour l'aspect IoT, hein. Donc on a aussi amené la certification CZIP 3 et la certification qui est poussée du standard ARM, tout ce qui est PCA, PSA Certified en level 1. Donc
Tous ces mécanismes permettent de protéger les applications au niveau des attaques illégales, donc par le biais de cryptographie, au niveau de la cryptographie, au niveau de la plateforme authentication et d'isolation du code. D'accord? Donc, que ce soit hardware et software. L'aspect power n'a pas été négligé, bien évidemment, et tout le travail a été fait pour avoir une best-in-class au niveau power. Donc là, c'est des chiffres que je montre qui ont été bien évidemment testés et validés en lab interne chez ST. Donc, c'est des chiffres tout seuls, ils ne veulent rien dire, mais il faut comparer. Donc, c'est ça qui va arriver après. Mais on arrive à des consommations pour un MPU en stand-by à l'ordre du microwatt, à l'ordre de dizaines de microwatts. En différents modes ARM, en PLV stop 2 ou en LP stop, on est autour de 2 milliwatts pour le stop 2 ou 3 milliwatts pour le stop. Et en run, dans 650, on est à 220, autour des 220 milliwatts. Et en 1 giga, on est autour des 300, 314, 320 milliwatts. Donc pour ça, on a en test, on a utilisé, on a un PMIC, donc on a un Power Management Integrated Circuit qui a été designé pour ce produit-là, pour atteindre ce niveau de consumption. Ce graphique, ce slide montre où se positionne le 135 par rapport à la compétition. Faut pas les nommer. Donc, ça montre qu'on est quand même best in class, que ce soit en LPLV stop 2. Hein, on arrive à réduire à moins de 32%, en standby, moins 94%, et en niveau VBAT. Donc, c'est un chip qui est aussi très bien pour les applications qui sont battery powered ou qui demandent des consommations très minimales. J'ai fini la présentation. Côté 135. Merci beaucoup. Merci, Kamel. Donc, on continue sur le détail de la solution SOM FICOR STM32MP135. Donc, Kamel vous a présenté dans le détail les possibilités et l'architecture de ce processeur qui est pour nous une vraie réelle opportunité pour répondre à des marchés où on a une volonté d'avoir quelque chose qui consomme peu, qui reste puissant, qui intègre de la sécurité et qui va être pour nous à avoir un vrai positionnement économique et aussi un positionnement d'interopérabilité, vous allez le voir en suivant. Donc, on retrouve sur cette planche le schéma bloc du SOM, qui est une version à souder avec le STM32 MP135 à 650 MHz dans sa version 650 MHz dans la version standard que nous proposons, qui peut être avec une version spécifique projet montée avec la version à 1 GHz, bien sûr. Le graphisme avec le néon et son floating point unit en regard, les capacités d'équipement sur la RAM jusqu'à 1 gigabit, un équipement standard en IMMC, une interface SDMMC, deux interfaces Ethernet, une avec un fil, l'autre en RGM2i, pouvant aller jusqu'à 1 gigabit, un USB host, un USB on the go, et puis un certain nombre d'entrées sorties classiques que sont les UART, les I2C, le SPI, le bus LCD 24 bits, le SAI pour le son et bien sûr, en réponse à des applications industrielles, une interface CAN. Le tout avec ce que vous a présenté Kamel à travers la solution de sécurité que propose ST sur ce processeur, complètement en attente vis-à-vis des applications à mettre en œuvre par rapport au durcissement ou à la nécessité de répondre à des contraintes de sécurité et de cybersécurité. Une ultra low power RTC et puis enfin une EEPROM sur le bus I2C en standard monté à 4K. Donc cette solution s'inscrit vraiment dans une dynamique de proposer le plus de fonctionnalités possible, aussi bien au niveau fonctionnel qu'au niveau interface, pour répondre à la majorité des applications industrielles d'entrée de gamme
ou qui vont être le plus déployés. Donc, ça veut dire que côté architecture ou côté solution produit, Fitech a fait le choix de repartir sur un form factor, une dimension qui était déjà éprouvée. On s'appuie sur une solution FTGA, donc qui va venir se poser avec des plots sur une dimension de 36 mm sur 36 mm, disponible en version de température industrielle de moins 40 à plus 85 degrés. Un produit qui, du coup, va faire quelques grammes, va être alimenté en 3 volts 3. Aujourd'hui, on n'a pas le retour de consommation parce que le produit est en cours de finalisation et de mise au point, mais l'idée, c'est d'être le plus faible possible et, comme l'a précisé Kamel, de pouvoir fonctionner sur des alimentations qui vont d'une alimentation standard qui distribue du 3 volts 3 dans son étage final jusqu'à une alimentation batterie. La version du standard du SOM, tel qu'il va être disponible, est le PCL 076, STM32MP135 à 650 MHz, 512 MB de RAM, 4 Go d'IMMC, 4K d'EEPROM sur l'I2C, un PHY Ethernet à 10-100 et un PHY RGM2i jusqu'au giga, les ADC, une interface LCD en 24 bits et une interface FD-CAN. Sa mise en œuvre est facilitée pour nous puisqu'on a fait le choix que ce module soit pin-à-pin compatible avec 2 autres références pour Fitech. On y reviendra après, mais quelque part, on se retrouve à utiliser notre carte bien connue par nos utilisateurs de l'architecture IMX-Visuel, qui est la Feeboard Seguin. Cette carte est d'une part intégrée au kit de développement avec l'ensemble des interfaces disponibles, mais également comme single board computer dans le cadre d'un déploiement d'une solution complète avec le single board computer. Donc, c'est une solution prête à l'emploi, prête pour une évaluation et qui peut servir de design de référence pour le développement d'une carte d'accueil spécifique. On va exposer les 2 interfaces réseau, une interface écran en parallèle, les interfaces USB et puis l'ensemble des interfaces industrielles. C'est un format Pico ITX qui est conçu pour les environnements industriels. Elle est bien sûr proposée avec son BSP Linux Yocto, que vous représentera en suivant Christophe Parent. L'intérêt de cette solution pour Fitech, c'est de proposer effectivement une interopérabilité entre 2 autres produits. Un produit qui est en train de sortir, qui est basé sur le Ficor avec le processeur IMX93, mais aussi avec toute l'antériorité d'une solution autour de l'IMX-Visuel, sur lequel on peut proposer cette alternative qu'est le STM32MP13 pour étendre les fonctionnalités, en particulier dans le domaine de la sécurité et dans une dynamique économique très forte. Donc, ça permet de développer une solution cost-effective et évoluer vers une solution plus performante. De la même façon, on va s'appuyer sur cette approche de pose de solution FTGA, de pose à billes, standard que nous avons éprouvé et que nous déployons sur les solutions clients avec cette solution IMX-ULL, sur lequel on a des notes de mise en œuvre et de recommandations pour l'industrialisation en ayant une solution à coût optimisé et de pose facilitée. Et puis, cette solution STM32MP135 répond complètement aux attentes des applications du domaine de la sécurité et de la cybersécurité avec l'ensemble des différents mécanismes que vont proposer ST au niveau de son processeur et qu'on va savoir exploiter soit dans l'environnement BSP Linux Yocto, soit éventuellement, comme le précisait Kamel, sur une solution Barebox. La roadmap aujourd'hui, c'est un produit qui a été présenté en Embedded World 2023 en version prototype, un pin muxing, donc l'interface entre les différents signaux du SOM et leur affectation en cours de finalisation. Il est désormais fini à l'heure où je vous parle, ce qui va permettre aux équipes logicielles de porter le BSP puisqu'on s'appuie sur le BSP qui a été développé pour le STM32MP15, et puis une disponibilité et produit qui va commencer au cours de l'été et qui sera effective à l'automne 2023. L'idée, c'est bien sûr d'avoir avec des early adopteurs le retour d'expérience des premières versions et puis derrière de vous proposer une solution complètement industrialisable et déployable sur votre projet. Je vais laisser la parole à Christophe, mais juste avant, petit élément lié au tarif que je n'ai pas précisé dans les planches. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être en dessous des 45 € sur un millier d'unités
sachant qu'on sera sûrement largement en dessous, mais aujourd'hui, c'est un peu la tendance qu'on identifie sur le produit du SOM. Christophe, je te laisse la parole pour le volet logiciel. Ça marche. Merci Denis et Kamel. Donc je vais vous présenter de mon côté déjà les caractéristiques d'une nouvelle release qui est sortie pour le MP15. Donc en fait, on était en OpenST-Linux 3.1.0, on passe en 4.1.0. Donc on change de version de Yocto, donc on est en Kirkstone qui est une version LTS. Dans cette version Yocto, on trouve notamment, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, mais on trouve entre autres de la sécurité renforcée dans Weston. Et concernant le STM32MP1, on peut gérer maintenant le firmware update, que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Également le FIP, qui est le firmware image package, et le bootloader par défaut supporté, donc qui devient en fait le format obligatoire pour nous, pour le BSP, donc qui contient en fait le bootloader, donc U-boot, et aussi également les secure monitors tels que Opti notamment. Donc dans cette version d'OpenST Linux, on a déjà le support du MP13, ce qui va nous faciliter la tâche pour la version suivante du BSP pour donc notre FICOR MP13. Dans cet OpenST Linux, donc on a des nouvelles versions, donc notamment le Trusted Firmware, que je vais présenter un peu plus en détail, donc qui contient justement ce mécanisme de firmware update. On peut paramétrer des niveaux de sécurité pour la chaîne de confiance, le Trusted Boot, via en fait un framework bien spécifique qui est associé au Trusted Firmware et qu'on trouve notamment dans le package FIP, U-boot, une nouvelle version, et enfin Linux 5.15, qui est une version LTS, et comme l'a évoqué Kamel, ST fournit des patchs déjà dans cette version pour être compatible RT Linux, et donc à travers un package d'expansion qui s'appelle X Linux RT. Associé à cette BSP, donc divers outils comme CubeMP1, une nouvelle version, CubeMX, CubeIDE. Donc à ce sujet-là, je vous renvoie plus vers un webinar qu'on a déjà fait, donc la mise en œuvre de la solution MPU-MCU sur le MP1, où on peut voir comment en fait utiliser le M4 pour le MP15 en tout cas, à travers ces différents outils par exemple. Côté évolution de UBSP pour l'adaptation FITech en fait, on a principalement renommé tous les device trees pour être conforme aux standards upstream. Donc en fait, on suit la logique de ST qui est donc de upstreamer le code, c'est-à-dire le rendre mainline. Donc ST fait déjà en sorte que ça soit fait pour leur board d'eval en tout cas. Donc le but de Fitex, c'est de suivre ce principe-là. Donc on a fait un effort là-dessus. Et enfin, U-boot, on a créé aussi une config spécifique pour notre FICOR. Je vous renvoie pour plus de détails sur cette release. Il y a le lien tout en bas pour les détails voilà, sur ces nouveautés. Alors avant d'expliquer le firmware update, je vais parler essentiellement de Secure Boot. Donc comme on l'a pu voir, c'est un sujet essentiel chez ST. Donc c'est un mécanisme qui garantit l'intégrité et la sécurité de la plateforme au moment de l'exécution. Donc certaines features sont obligatoires. Donc ST met en place un Trusted Boot Chain, donc à travers deux composants. Le code ROM qui est donc figé dans le chip, et côté BSP, le Trusted Firmware A, donc de ARM. Tout ça pour vérifier l'intégrité donc via des hashages et l'authentifier
les différents composants logiciels qui sont lancés au boot. Donc, pour l'authentification, c'est de la cryptographie asymétrique et éventuellement du décryptage, pour crypter, ces composants logiciels. Donc ça, c'est possible maintenant avec le MP13. C'était pas possible avec le MP15, donc c'est maintenant géré. Hem, donc cette Trusted Boot Chain permet donc par le biais du code ROM et du Trusted Firmware, de configurer la plateforme pour, notamment, sécuriser des périphériques ou, limiter les capacités de débogage pour, tout ça pour satisfaire une exécution sur, des logiciels. Hem, donc pour cette, chaîne de confiance, s'appuie sur des blocs hardware de cryptographie, donc les hash, les AES, hem et d'autres comme des nouveaux qui sont, maintenant gérés par le MP13. Donc on va voir un petit peu tout ça après. Hem, également le Secure Boot s'appuie là sur la Trust Zone, donc on isole, le monde normal et le monde, sécure. Donc lui contient des applications, de confiance, et par exemple des pare-feux pour interdire des accès à des périphériques. Le Trusted Firmware, hem, lui, c'est un bootloader open source qui est recommandé par ARM en fait, enfin qui est la référence, heu préconisée par ARM, donc notamment grâce à ses features de Secured Boot et de contrôle d'accès aux périphériques. Donc il a été conçu pour l'ARM V8, mais STMicroelectronics l'a adapté, pour les ARM V7. Hem, Maintenant donc on va voir cette Trusted Boot Chain, cette chaîne de confiance. Là ce qu'on voit c'est les différentes, mémoires, qu'on peut avoir sur l'MP15. Le MP13 c'est identique sauf qu'on n'a pas la partie, en fait en bleu Cortex M4 à droite. Donc tout à gauche, on a, la RAM interne qui elle peut être sécurisée, c'est le cas, par défaut dans c'est fait en fait via le code ROM et à droite la partie non secure donc qui est la DDR. Donc le code ROM, c'est le premier code à être exécuté au démarrage. Il va appeler, donc il va charger le trusted firmware, donc on appelle, hem, hop, on va appeler ça le first, stage bootloader. Donc il va être, authentifié et ce trusted firmware va charger le U-boot en DDR également, va être, authentifié. Hem Et puis il va charger le secure monitor, hem, qu'on appelle, qui en fait qui peut être, soit le trusted firmware minimum, SP-min, c'est ce qu'on fait actuellement sur notre BSP pour le MP15, soit, un OS secure, Opti par exemple. Donc, ça sera par défaut celui-là qu'on va utiliser pour le MP13. Le trusted firmware minimum est en fait abandonné. Tout ça pour renforcer toujours la sécurité. Hem, le FIP, comme j'ai dit, le Firmware Image Package contient en réalité, le Secure Monitor ou Opti, le U-boot et des firmware, des configurations pour le firmware et le hardware, en fait, qui sont en fait le device tree, côté U-boot. Donc les nouveautés côté MP13, hem, ce sont la révocation de clés d'identification, toujours pour pallier les défaillances qu'il peut y avoir sur des clés d'authentification. Donc on peut avoir jusqu'à 8 clés. Les cryptages maintenant des composants logiciels, tout ça grâce à des nouveaux composants hardware d'accélération, pour le cryptage, voilà. Et puis, en dernier lieu, la zone DDR qui peut être cryptée. C'est pas forcément lié au secure boot, mais c'est, quelque chose qui peut être utilisé en runtime derrière. Donc comme on l'avait vu dans les slides de Kamel, donc le on-fly de decrypt de la DDR. Là, la présentation que je vous fais, c'est sur la partie en fait, hem, donc le firmware,
la Trusted Boot Chain se situe au niveau, des, U-boot, donc le second stage bootloader et également le moniteur de sécurité. Donc du ROM code jusqu'à en fait, U-boot ou Opti. Alors, le code ROM du STM32 MP15 tout d'abord, est un peu différent du coup de celui du MP13 qui a évolué, notamment par rapport aux aspects, renforcement de la sécurité. Donc ça s'appuie sur un algorithme de signature numérique, ESSDA, qui signifie Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Donc ça consiste en fait à générer 2 clés, une clé privée, une clé publique, heu et également le hash de cette clé publique, qui va-t-elle être, enregistrée dans les donc flashée au fait dans des fusibles du CPU, bien spécifiques. Donc par exemple avec l'outil CubeProgrammer, pour, authentifier les clés publiques ensuite, que l'on va voir. Voilà. Le 2 chose, c'est de signer l'image, grâce à cette clé privée. La clé publique, elle, est mise dans le header du trusted firmware, hem, ici et on signe, l'image à charger via la clé privée. Alors côté code ROM, on peut, grâce à tout ça, vérifier l'intégrité de l'image qui est chargée, donc toujours du trusted firmware, grâce notamment à cette clé publique. Donc on peut ainsi vérifier l'image. Donc je ne rentre pas dans les détails pour ça, mais voilà à peu près un aperçu, du mécanisme et on a également un système anti-rollback qui permet de s'assurer que on ne vient pas charger une version antérieure, du trusted firmware qui pourrait avoir éventuellement des défaillances, de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui permet encore une fois de renforcer la sécurité. Côté MP13 maintenant, en fait, on retrouve le même schéma, sauf qu'on peut avoir, des clés multiples. Donc c'est le cas, en fait, on a forcément 8 clés qui permettent encore une fois si une clé est amenée à être corrompue, on va la révoquer. Donc on trouve, ces 8 clés ici, donc toujours une clé privée qui va servir à signer l'image et derrière on va aussi, on va programmer les fusibles avec, hem, le hash de toutes ces clés, afin de vérifier en fait, par le code ROM ici, que la clé qui est dans l'image chargée est bonne. Ainsi, on va vérifier que l'intégrité de cette image, donc que la signature, qui est présente dans le header est bonne. Hem, Également, on peut, la nouveauté, révoquer des clés. Donc on enlève des clés, si jamais elles ont été corrompues. Heu, voilà, donc ça, c'est les différences et également, heu, le chiffrement qui est également possible, via une clé d'encryption-décryption, EDMK, permettant de crypter, les données dans l'image et donc le code ROM, lui, est capable, via en fait, un cette clé qui est en fait, mis dans les fusibles, est capable de décrypter, à la fin le binaire chargé. Maintenant, en fait, ça, c'était la partie code ROM, mais au-dessus, derrière, on a le trusted firmware qui, lui, va également authentifier, en fait, les composants qu'on vient charger derrière. Donc, c'est-à-dire, tout ce le FIP qui contient donc le U-boot et le, Secure Monitor. Donc en fait, ça a été, donc c'est un standard, il suit les standards ARM, en fait, dont les standards de cryptographie. X509 V3, donc il s'appuie sur une infrastructure,
PKI, Public Key Infrastructure, donc pour définir une Chain of Trust, COT. Hem, les clés donc ça s'appuie sur des clés et des certificats, qui sont en fait embarqués dans le FIP, donc le bootloader et le Secure Monitor. Hem, donc on a une clé racine, root of public key, qui va permettre, d'avoir en dessous des certificats, hem, donc pour certifier, les contenus, les composants logiciels. Donc les premiers composants logiciels dans le FIP, ce sont les configs, de firmware, configs hardware, et également pour certifier, des certificats de clés. Donc on peut, dans ces certificats de clés, définir d'autres clés. Donc sur le MP1, on définit des clés pour le monde public et pour le monde, le normal world en fait, et le monde, sécurisé, trusted world key ou non trusted world key. Avec ces clés, donc on a encore, d'autres certificats. Pour le certificat, donc derrière, pour les OS qui sont contenus dedans. Hem, donc à la fin, on a en fait, des certificats donc de nos 2 clés, les certificats pour le monde, trusted et le monde non trusted, et associés derrière à des certificats de contenant de contenu en fait, de nos logiciels. Donc en l'occurrence pour le monde sécurisé, c'est le Secure Monitor, donc on parle aussi de BL32, bootloader Stage 3, 2 pour le Secure Monitor, bootloader Stage 3, 3 pour le U-boot. Donc côté non secure, donc c'est-à-dire dans la DDR. Tout ça, c'est défini via des device trees côté Trusted Firmware. Par défaut, on a la même clé publique, donc la root of key, c'est la même qui est utilisée par le ROB, donc dans les fusibles, qu'on a flashés, lors de la programmation. Heu, donc c'est la même qui est utilisée pour les codes ROM. Hem, voilà. Donc les étapes en résumé, c'est générer des clés. Donc là, il y a des outils, comme Keygen Tool. Hem, voilà, générer des clés d'authentification, voire de chiffrement pour le MP13. Enregistrer les clés dans les fusibles. Donc ça peut se faire via U-boot, c'est plus simple, ou QProgrammer. Donc c'est ce qu'on appelle le provisioning. Et enfin, bah, signer avec ces clés, les binaires, donc soit le Trusted Firmware va via STM32 Signing Tool, ou à la génération du FIP. Donc les certificats sont embarqués dans le package. Donc ça se fait, à travers Yocto. Et enfin, la dernière étape, c'est de fermer le device, parce que par défaut, le device est ouvert, c'est-à-dire que l'authentification, n'a pas d'impact. Hem, un Les composants logiciels peuvent être authentifiés. S'il y a un échec d'authentification, tout c'est logué, mais le système va pas être bloqué. Alors que lorsque on ferme le device, donc il y a un fusible spécifique pour ça, l'authentification devient obligatoire, et là, on est vraiment en mode, secure boot. Un autre, moyen de provisionner, c'est de façon encore hem, plus sécurisée encore. C'est ce qui est proposé par ST sur le STM32. C'est le SSP, Secret Provisioning, donc qui est donc disponible sur le 15 ou le 13, MP15, MP13. Donc ça consiste en fait à générer des fichiers cryptés qui sont fournis par, les OOM. Donc quand en fait un OEM veut faire, programmer sa carte dans un environnement, dans une production qui est dit non fiable, on peut passer par ce genre de choses, qui permettent d'être sûr que les clés, heu, de cryptage ou d'authentification qu'on utilise ne soient pas, en fait, falsifiées. Donc
y a un des outils pour ça qui est le STM32 Trusted Package Creator. Voilà, donc on a un aperçu ici de comment ça fonctionne. En fait, il y a un firmware, SSP qui fait partie, du Trusted Firmware qui a des composants vraiment réduits de ce Trusted Firmware et qui va en fait, gérer, l'authentification du chip, au moment en fait de la programmation des secrets dans la puce. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose un peu particulier. Donc maintenant, je vais parler du firmware update. Donc, c'est pour mettre à jour donc, le bootloader. Donc après, le but étant de démarrer, le dernier fibre fonctionnel s'il y a eu, 3 tentatives, de démarrage, par exemple, échouées via un watchdog. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est les partitions de la flash qui ne sont pas, heu, mises à jour, donc le trusted firmware, les métadatas. Donc le trusted firmware, donc, il gère la mise à jour par la lecture de ces métadatas. Les métadatas non plus ne sont pas mises à jour. Il contient, notamment des variables qui sont partagées entre Linux et le trusted firmware. Hem, donc qui sont les active index et le preview index. Donc le A et B, c'est partition A ou partition B. Donc les partitions en bleu, bleu foncé, bleu clair, ce sont celles qui peuvent être mises à jour, donc comme le FIP et derrière les différentes partitions bootfs, rootfs. Et donc elles sont toutes dupliquées. C'est un système symétrique AB. Hem Et donc les partitions FIP qui sera chargée, elle sera identifiée par les métadatas et les autres, donc bootfs et cetera, ce sont des scripts, ou bien sous boot et sous Linux, un gestionnaire de mise à jour. Le userfs, lui, dans cet exemple, il est, pas forcément mis à jour, donc il peut contenir des données, qui doivent durer dans le temps. Donc comment ça marche? Donc on a une partition A qui est utilisée. On veut en fait, mettre à jour, notre flash. Donc on a une demande de mise à jour qui est reçue par un serveur, FOTA, Firmware Over the Air par exemple. Le gestionnaire de mise à jour côté Linux programme donc, l'image qui est téléchargée et met à jour les métadatas pour, activer l'index égale 1 pour indiquer qu'on doit maintenant, booter sur la partition B. Donc ensuite, on lance le démarrage du système. Le trusted firmware, lui, active un compteur de boot. Donc il charge la partition de boot de FIP, donc en fonction de cet index. Donc en l'occurrence là, il va charger la partition FIP B. Ensuite côté Linux, si le démarrage s'est bien effectué, il va mettre à nouveau à son tour les métadatas pour indiquer que, le dernier index, le preview active index est maintenant l'index 1, donc la partie correspondant à la partition B. En cas d'échec de démarrage, le trusted firmware lui, incrémente son compteur de boot et s'il atteint un certain nombre de boots, comme 3, alors là, l'active index repasse à 0. Donc on reboot sur la partition A. Le Secure Firmware Update, donc sa mise en œuvre, il y a différentes solutions, dont Rogue, Mender ou S3 par exemple. Et Fitech propose la solution Rogue avec Rogue, Robust Auto Update Controller, notamment associé à un serveur de déploiement open source qui est Hawkbit. On peut aussi également envisager des solutions clés en main. Donc, Fitech travaille avec IoT Device Suite
Donc à ce sujet-là, je vous renvoie vers notre webinaire Faire vivre sa solution embarquée, gestion à distance et mise à jour logicielle, où en fait on parle de tous ces aspects RAW, cockpit et avantages de la solution clé en main IoT Device Suite. La roadmap pour le BSP Fitech, c'est maintenant, donc on a le BSP actuel qui est en 23.1, qui est sorti en mars. Donc la roadmap, c'est juin donc, 2023, donc cette année. Support du FICOR et de la MP13, et donc, ainsi que sa Fibboard Seguin. La mise à jour possible avec Raw Cockpit. Également le support de Opti. Et fin d'année 4, une nouvelle version d'OPST Linux qui sera en V5, donc avec un kernel 6. Voilà, j'ai fini la présentation de mon côté. On peut passer donc, aux questions si vous en avez. Merci Christophe. À noter avant que, si vous le souhaitiez, nous abordions d'autres questions que celles qui ont été posées en temps réel et sur lesquelles je remercie Damien Barrier qui a répondu en temps réel à ces questions. Une journée technique que nous organisons le 1er juin au Novotel de Massy et sur lequel ça sera l'occasion d'échanger par rapport aux thématiques de l'imagerie embarquée et de la sécurité avec nos responsables produits ou d'activités sur ces domaines. Et puis, bien sûr, le salon SIDO qui aura lieu le 20 et le 21 septembre à Lyon, salon durant lequel nous sommes accueillis par ST Microelectronics sur son stand et nous aurons le plaisir avec nos partenaires ST Microelectronics de vous présenter les solutions SOM Fitech et tout particulièrement ces solutions STM32 MP15 et STM32 MP135. Je vous laisse poser, si vous le souhaitez, des dernières questions. Et bien sûr, comme cela a été demandé, nous diffuserons les planches du webinaire à tous les participants à travers la réception d'un mail avec un lien associé. Et puis, le webinaire qui a été enregistré sera disponible en accès public sur le net. Je vous laisse poser vos dernières questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, je vous propose qu'on termine ce webinaire. Je tiens à nouveau à vous remercier, ainsi que Kamel et Christophe, pour cet échange et cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous en suivant sur les questions que vous auriez, soit autour de l'architecture STM32MP135, soit au travers du SOM, sur lequel nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans le détail par rapport à sa disponibilité. Et bien sûr, vous retrouvez nos différentes coordonnées sur la planche de conclusion, info@fitech.fr et sales@fitech.fr pour les questions d'ordre information ou commercial ou pour vos demandes quelles qu'elles soient. Et puis le support à l'adresse support@fitech.fr au travers duquel vous pouvez accéder à l'équipe Support Fitech France, dont Christophe Parent. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée.